invité, le colonel Jacques Hogar, ancien officier de la Légion étrangère. C'est l'ancien commandant des forces spéciales au Kosovo. C'était en 1999. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Merci Jacques Hogar d'être avec nous. Vous avez suivi l'actualité. Ratko Mladic, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Le juge président du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de La Haye a indiqué, je le cite, « Les crimes commis par l'accusé sont à classer parmi les plus haineux connus du genre humain ». Les 1800 pages du jugement sont implacables. Écoutez, je ne connais pas le général Ratko Mladic. Je connais beaucoup de gens qui le connaissent, des Français comme des Serbes. Je suis pas étonné, si vous voulez, de la sévérité de ce jugement, de cette condamnation, dans la mesure où elle était prévisible et, j'allais dire, presque préparée d'avance. On sait que le TPY, le Tribunal pénal international de La Haye, pour l'ex-Yougoslavie, est un tribunal, je vais dire, partisan. De manière tout à fait claire et paisible, je dirais, c'est un tribunal partisan. Pourquoi? Parce que finalement, les seuls auxquels il est fait un véritable procès et qui sont l'objet de véritables condamnations sont les Serbes. Or, dans le drame qui a fait disparaître la Yougoslavie, dont on peut se demander d'ailleurs quels sont les bénéficiaires, et quels sont les auteurs, quels sont les provocateurs de ce drame. Les Serbes sont les seuls finalement véritables accusés, et en tout cas ils ont été diabolisés au point que l'on voit aujourd'hui des articles dans notre presse à nous, en France, stigmatisant le général Ratko Mladic comme le pire des criminels de guerre, alors que je peux vous dire que moi j'ai rencontré, alors pas en Bosnie puisque je n'ai pas fait la Bosnie-Herzégovine à l'époque, j'étais plutôt sur des campagnes africaines, mais j'ai fait le Kosovo en 99. J'ai rencontré des criminels de guerre avérés qui mériteraient la perpétuité et qui sont aujourd'hui en liberté, qui ont même passé quelques jours en France en début d'année 2017, comme Ramush Haradinaj, grand criminel de guerre s'il en est, au Kosovo, qui a martyrisé les populations chrétiennes du Kosovo pendant toute la période de 1996 à 2000 pratiquement, et qui est aujourd'hui le Premier ministre de cette soi-disant république fantoche des Balkans, créée avec la bénédiction de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Donc le général Mladic, encore une fois, je n'étais pas derrière lui, je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait, je ne sais pas s'il a fait des choses contraires à ce que l'honneur d'un soldat lui commande de ne pas faire. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est un héros extrêmement vénéré, respecté en Serbie aujourd'hui par toutes les populations serbes de la région, parce qu'elles ont conscience qu'il a été un acteur très engagé de cette guerre pour la défense du peuple serbe, qui avait contre lui la terre entière, il faut le rappeler. Quand vous dites que les responsabilités n'étaient pas à sens unique, ou que les punitions ne devraient pas être à sens unique, vous pensez qu'il manque des gens sur le banc des accusés? Mais bien, qui, très précisément? Mais bien entendu. Alors, l'histoire des Balkans est compliquée. On ne peut pas résumer ça, si vous voulez, à l'affaire de la guerre de 92 à 95. Il faut bien entendu remonter en arrière. Mais bien entendu que la guerre de 92-95 démarre avec la tentative de sécession de la Croatie, d'abord de la Slovénie, puis de la Croatie, encouragée par les puissances telles que l'Allemagne et l'Autriche à l'époque, qui ont des liens historiques anciens avec ces entités, soutenue par les États-Unis en sous-main et l'Union européenne, et la France, elle, va suivre de manière moutonnière, je dirais, le mouvement de désintégration de ce pays qu'est la Yougoslavie, et dont l'armature, en fait, était au départ la monarchie serbe orthodoxe. Alors, on a évidemment dans cette région, il faut lire le petit livre de Vladimir Volkov qui s'appelle La Crevasse, qui dépeint parfaitement, remarquablement, le drame yougoslave qui, à travers l'histoire d'une famille, j'allais dire, multiethnique,
c'est très compliqué, en fait. Il faut savoir que les Croates sont des Serbes d'origine, puisque ce sont des Slaves d'origine, convertis au catholicisme, et d'ailleurs qui parlent le serbe, et qui l'écrivent avec une écriture latine, et que les Bosniaques sont des Serbes convertis à l'islam. Alors, on n'a pas là une opposition ethnique, on a là une opposition, je dirais, de culture profonde, civilisationnelle, je dirais, alors que par exemple au Kosovo, on a un vrai problème ethnique qui se rajoute à ça. Mais les responsabilités, elles sont anciennes. Il y a des responsabilités aussi des services spéciaux occidentaux, en particulier dans l'affaire de Srebrenica. C'est la théorie d'un certain nombre de gens parfaitement informés et qui disent que, en particulier, la France a peut-être joué le bout de feu dans l'affaire de Srebrenica en encourageant des officiers serbes dont les familles avaient été massacrées par les bosno-musulmans à prendre immédiatement des mesures extrêmement draconiennes vis-à-vis de la population bosno-musulmane, comme vengeance en quelque sorte. Donc quand on joue sur ce genre de levier, j'appelle ça la politique du bout de feu, de l'incendiaire. Il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des horreurs à gérer, à régler, à maintenir, à circonvenir et à punir. Mais alors il faut le faire vraiment avec un esprit de justice, sans exclure un certain nombre de fauteurs de ces crimes. Jacques Coquard, quand vous dites que vous dénoncez le caractère partisan du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, de fait, vous lui retirez sa légitimité. Est-ce que c'est pas derrière cela l'idée que de remettre en cause le point de vue des juges qui indique que la responsabilité de la Serbie dans la guerre de Bosnie est avérée, parce qu'ils disent que Mladić était en contact direct avec le président serbe décédé, Slobodan Milosevic. Vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, il y a une réponse imparable. Le président Milosevic, qui, je le rappelle, a été transféré à La Haye, y est mort, d'ailleurs, de façon prématurée et peut-être un petit peu étrange. Le président Milosevic, dans l'absence absolue, je dirais dans un silence étourdissant, a été totalement, de manière posthume, lavé de tous les chefs d'accusation qui lui étaient imputés au départ. Donc, l'innocence de Milosevic a finalement été entérinée par le TPY lui-même. Ça veut bien dire que les choses ne sont pas aussi simples et qu'en attendant, on était quand même bien content qu'il soit mort dans l'intervalle. Voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont, parce que je pense que les gens ont le droit de savoir la vérité. Et la vérité n'est pas celle, malheureusement, qu'on essaye de nous infuser à longueur de médias à tout bout de champ sur ces problèmes aussi dramatiques. On a 1800 pages d'un jugement, je le répète, absolument implacable si on en croit la presse internationale. Et d'un autre côté, c'est vrai que vous présentez le général Mladić comme un héros pour l'ex-Yougoslavie. Comment on peut expliquer cette dichotomie, le pire criminel de guerre européen de la fin du XXe siècle, ça c'est Le Monde, le quotidien Le Monde qui le dit, et puis cette notion de héros qu'il reste avec ses amis, ses partisans, lors même du procès? Alors, la désintégration de la Yougoslavie, elle est venue du fait de puissances européennes que j'ai citées, en particulier l'Allemagne, et des États-Unis d'Amérique. Il y a derrière ça un certain nombre de raisons stratégiques, de raisons économiques, de raisons qui tiennent à l'influence de ces pays dans la région. Et en réalité, quelle était l'armature de la Yougoslavie? Bien, c'était la Serbie. Donc la Serbie a été, je dirais, l'objet d'une diabolisation quasi permanente depuis le démarrage de ces événements, depuis 1992, et on en voit aujourd'hui les effets. Quand vous regardez les séries américaines, de policières américaines, le méchant est une fois sur deux serbe et l'autre fois russe, pratiquement. C'est quand même assez significatif de cette volonté de faire passer dans les esprits, de manière
permanente, un peu comme de la marteau-thérapie, le fait que les Serbes sont les grands méchants des Balkans. Écoutez, quand on regarde l'histoire, les Serbes, finalement, qui sont-ce? Ce sont les sentinelles avancées de l'Empire des Habsbourg et donc de la chrétienté face à l'Empire ottoman. Le tribut a été lourd à payer par eux au fil des siècles. C'est le fils aîné des familles serbes qui est pris par les Turcs comme eunuque pour en faire des janissaires, pour en faire des soldats à la solde de l'Empire turc. Ça a laissé des traces profondes. J'avais cité une phrase dans mon livre « L'Europe est morte à Pristina », j'avais cité une phrase du général Delaunay, notre ancien chef d'état-major d'armée de terre, qui expliquait ça de manière remarquable, et limpide et lapidaire. Et donc, il faut se souvenir de ces choses-là, parce que vous ne pouvez pas comprendre l'histoire présente si vous ne la reliez pas à l'histoire d'hier. Vous êtes commandant, vous avez été commandant des forces spéciales au Kosovo, je l'ai dit. Vous avez eu comme décision, une des décisions, de porter secours aux communautés monastiques en danger à cette époque-là, de protéger les monastères orthodoxes victimes des pires exactions de la part des Albanais de Lusaka. Ça vous a valu d'ailleurs la plus haute distinction de l'Église serbe orthodoxe. Vous gardez des contacts avec la Serbie, vous allez régulièrement à Belgrade. Quelle est la situation politique, économique de la région? Alors, les Balkans restent quelque chose d'extrêmement sensible aujourd'hui, en particulier du fait de la Bosnie-Herzégovine partagée en deux entités aujourd'hui, la République serbe de Bosnie et puis l'entité croato-musulmane. On sait les liens, et puis la présence du Kosovo, bien sûr, en tant qu'entité indépendante ou censée l'être. On sait les liens de ces deux entités, Bosnie-Herzégovine, entité croato-musulmane, et du Kosovo, avec le wahhabisme, avec l'islam le plus dur, l'islam sunnite le plus basique, je dirais, et le plus agressif. On sait très bien que le Kosovo et la Bosnie ont fourni un nombre de combattants importants à Daesh. Ces combattants sont de retour. Alors vous me direz, on a un peu le même problème aujourd'hui en France, mais bien sûr que la situation est tendue. Dans une ex-Yougoslavie martyrisée par le communisme pendant quand même pratiquement une bonne cinquantaine d'années, et ensuite martyrisée par ceux qui auraient dû l'aider à s'en relever. Je pense à l'Union européenne, si tant est qu'elle ait voulu le faire, et bien sûr aux États-Unis, qui se sont empressés de taper sur cette région, taper au sens propre et au sens figuré. On a aujourd'hui une économie qui est exsangue. Le salaire moyen à Belgrade ou en Serbie, c'est de 300 à 400 euros. Demander à un Français de vivre avec 300 ou 400 euros. Il y a évidemment des signes de renouveau, de redémarrage, mais les Serbes sont aujourd'hui traumatisés. Ils sont traumatisés en particulier par la diabolisation dont ils ont fait l'objet et dont ils continuent de faire l'objet. L'épisode Mladic, au-delà du sort personnel du général Mladic, c'est encore une gigantesque claque, si vous voulez, qui est donnée aux Serbes en général. Ils ont l'impression qu'il n'y a qu'eux qui sont considérés comme responsables de toute cette guerre et de toutes ces horreurs. Il y a un lien profond entre la France et la Serbie. Pourtant, vous m'évoquiez avant qu'on se rencontre, c'est dans un monument à la France, oui, dans la forteresse de Belgrade. Oui. Ce lien existe toujours ou est-ce qu'il est corrompu ou est-ce qu'il est distant? Si vous lisez Pierre Nord, qui est un ouvrage que je recommande à vos téléspectateurs, vous y trouverez un livre fantastique qui m'a beaucoup fait vibrer, jeune homme, qui est Le fou de Cattaro. Cattaro, c'est Kotor, en fait. C'est les Bouches de Kotor, au Monténégro. Et vous y voyez là l'amitié, en fait, entre un officier français qui est en poste à Belgrade avant-guerre et un officier serbe qui, lui, va venir faire l'école de guerre à Paris. Alors, il y a bien sûr une histoire romanesque, comme toujours, dans Pierre Nord, avec une femme ravissante qui est un peu, à mes yeux, l'incarnation de la Serbie, de cette petite sœur de la France, comme le disait le roi Pierre de Yougoslavie. Et cette amitié, elle est réelle. Il y a quelques années, j'avais fait une émission de radio avec l'ancien ambassadeur de Serbie à Paris, qui était un ami, qui est maintenant malheureusement mort
il y a quelques mois, Dusan Batagović, et qui nous avait raconté cette anecdote très touchante en 1916 du maréchal Franchet des Prés, commandant en chef de l'armée d'Orient, visitant un hôpital de campagne à Corfou, où on avait récupéré les débris de l'armée serbe, et il y voit un soldat serbe sur son lit d'hôpital, grièvement blessé, et il lui dit « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Et alors l'histoire ne dit pas si c'est en serbe ou en français, mais ça devait être en serbe, traduit par un interprète. Et le soldat regarde le général Franchet des Prés dans les yeux et lui dit « Bien sûr, vous êtes le général commandant en chef. » Et le général Franchet des Prés lui dit « Tu sais que je suis français. Où est-ce que c'est la France ?» Et le soldat en question, qui est un paysan inculte, qui est un paysan soldat, comme pratiquement tous les Serbes de l'époque, met la main à la place de son cœur et dit « La France, elle est là ». Et ça, cette anecdote, elle m'a ému parce que combien de fois je l'ai vérifié à ma manière aujourd'hui en Serbie. J'ai beaucoup d'amis, vous l'avez dit, dans tous les milieux, y compris dans l'armée serbe, ceux que j'ai failli affronter hier. Et voilà, ce sont des affaires d'hommes, mais derrière nous, il y a une ancienne amitié qui est née au temps d'Hélène d'Anjou, cousine du roi Saint-Louis, épouse du roi Uroš de Serbie, et qui s'est développée au fil des siècles pour atteindre son apogée, en fait, avec la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, où tant de soldats français et serbes sont morts côte à côte. Moi, j'ai un grand-oncle dans ma famille, le frère de ma grand-mère, qui est mort sur le front d'Orient. Son corps n'a jamais été retrouvé. J'ai dit ça aux Serbes quand je suis venu leur dire des choses désagréables au Kosovo en 99, en leur disant que j'allais minuter avec eux les opérations de retrait de leur dispositif. Ils en ont gardé quelque chose. Voilà. On va revenir en France, il nous reste malheureusement que quelques minutes et je voudrais vous interroger aussi sur la situation en France. Il y a quelques mois, vous avez demandé la révision de l'opération Sentinelle. Oui. Les soldats déployés dans l'Hexagone pour lutter contre le terrorisme, chacun le sait. Le gouvernement vous a entendu finalement. Le dispositif a été réévalué, il a évolué. Est-ce que ça vous amène à abandonner vos griefs? Vous parliez d'opérations coûteuses, démoralisantes pour les troupes, inefficaces. Non, écoutez, je pense qu'il y a un effort qui a été fait pour rendre cette opération moins statique, plus dynamique. Néanmoins, je pense que c'est quand même une opération qui porte atteinte à la longue, malgré les satisfecit que l'on veut bien se donner officiellement, qui porte atteinte au moral des troupes, à la longue, je dis bien, parce qu'on n'en voit pas vraiment l'utilité. Je pense que c'est une opération évidemment coûteuse, parce qu'elle l'est. Maintenir 10 000 hommes sous pression, alors que l'armée française, l'armée de terre en particulier, a subi tant d'érosion d'effectifs ces dernières années, même s'il y a une petite amélioration, effectivement, depuis un an et demi maintenant. L'armée française n'est pas faite pour monter la garde. Je pense que l'armée française est une armée d'action et d'intervention. Monter la garde, c'est bien, mais c'est vraiment la mission la plus ingrate qui soit. Pendant ce temps-là, l'armée française ne s'entraîne pas, et avec le taux actuel de sortie des opérations extérieures et des opérations intérieures, Sentinelle en l'occurrence, il y a un vrai danger pour l'armée française de perdre ces savoir-faire. Dans ces conditions-là, mon colonel, est-ce que c'est normal et sérieux de dire, comme vous le faites, qu'à un moment donné, il faudra, hélas, entre guillemets, faire donner l'armée face à la menace terroriste en France, sur le sol national? Donner l'armée, c'est faire donner l'armée, j'ai dit ça une fois, parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, dans un certain nombre de quartiers, voire de zones, qu'elles soient rurales ou en ville ou citadines, je pense qu'à un moment donné, on le voit bien, la police n'y suffira pas. Donc c'est un sujet très grave. Je sais que nos grands chefs y réfléchissent probablement tous les jours. Il ne m'appartient pas d'y répondre, mais je sais que c'est un sujet très grave. Et je pense que, pour le coup, quand on parle d'entraînement, l'entraînement au combat en localité, l'entraînement à la maîtrise des environnements en localité est extrêmement important pour nos unités, en particulier nos unités d'infanterie, qui ont tellement diminué en volume ces dernières années. Et ça, c'est un vrai sujet.
Oui, mais alors ça pose à nouveau le problème de l'état de préparation, d'entraînement des moyens de l'armée française, ces moyens technologiques. Par exemple, je pensais que le général de Villiers, qui a fait le même constat lucide que vous, indique, et j'ai pensé à vous tout de suite parce qu'il dit à un moment donné, je crois que c'est dans son livre ou lors d'un entretien, il dit que les gilets pare-balles de nos soldats sont ceux qui étaient au Kosovo en 99. Je ne connais pas le détail d'aujourd'hui parce que moi j'ai un fils qui est officier, j'ai des neveux officiers, etc. Mais je ne suis pas branché sur l'actualité militaire. Le général de Villiers est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, en particulier suite aux événements du mois de juillet. Je pense qu'il n'y a pas mieux que lui, il n'y a pas mieux placé que lui aujourd'hui pour faire un constat serein sur l'état de nos armées, de leur préparation ou de leur impréparation. Ce que je voudrais dire, c'est que nos armées ont une énorme qualité, c'est la qualité humaine des gens qui y servent. Ça, c'est indiscutable. Et il ne faudrait pas que ce soit un moyen d'évacuer les questions matérielles, les questions logistiques, les questions financières. Est-ce que le général Villiers dit la vérité quand il dit, par exemple, les gilets pare-balles sont ceux de 99 ? Quand on entend par exemple une rumeur qui dit que les soldats français souvent achètent leur matériel auprès des Américains parce qu'il est meilleur et qu'ils sont obligés de le payer. Ça, c'est du bidon, du pipeau, ou c'est parce qu'il faut avoir de l'argent ? Non. Je pose la question un peu vulgairement, mais c'est ça. Alors, des progrès ont été faits au cours des 20 dernières années, des vrais progrès. Il est vrai que souvent... pour qu'un soldat soit doté en opération de matériel de couchage, entre guillemets, ou d'équipement individuel, il est parfois fait appel à son portefeuille personnel. On l'a tous fait. Et ça perdure. Sinon, les armées n'auraient pas de quoi les équiper en détail avec le matériel nécessaire. Ça, c'est vrai. Ça touche aux équipements, ce qu'on appelait les brelages vulgairement, les Gore-Tex, etc., etc. Il y a les treillis et autres, bien entendu. Alors, mais tout ça a quand même fait beaucoup de progrès. Il en reste énormément à faire. Et surtout, ça ne doit pas masquer les aspects des programmes d'armement, les munitions en nombre pour être utilisé à l'entraînement d'abord. Un soldat qui ne tire jamais, ne le faites pas tirer à la guerre parce que ça donnera des ravages. Donc tout ça, ça se compte. Ça se compte en budget. Et là, le général de Villiers a évidemment tout à fait raison. Les budgets sont insuffisants et il est temps de rehausser sur les années qui viennent le niveau du budget des armées, c'est certain. Je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous approuvez l'attitude du général de Villiers en juillet dernier, qui a quitté son poste de manière symbolique et ô combien symbolique. Je me doute de votre réponse. Est-ce que vous jugez l'action de son successeur déjà ? Est-ce que vous considérez que sa personnalité fait que l'armée française est entre de bonnes mains comme elle le fut avec le général de Villiers ? Écoutez, mon avis personnel, mais c'est un avis personnel, je connais le général Lecointre, que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma carrière, et je ne mets pas ça... C'est un héros. C'est le héros de Verbania. Alors on parlait des Serbes, il a eu son heure de gloire, entre guillemets, au moment du pont de Verbania, en Bosnie-Herzégovine. Voilà, c'est pas plus un héros qu'un autre. Je veux dire, il y a beaucoup de héros à ce moment-là dans nos armées. Hein. Il faut remettre les choses un peu à leur place. On sait qu'il a fait la guerre. Oui, il a fait la guerre comme beaucoup de nos camarades aujourd'hui, officiers, sous-officiers, soldats, qui ont connu l'épreuve du feu. Voilà. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce que vous lui faites confiance ? Ceci dit, moi je pense qu'on peut lui faire confiance. Ceci dit, il a une tâche pas facile parce qu'il succède au général de Villiers dans des conditions que l'on connaît. Et il a fait une percée étonnante et fulgurante en quelques années de 2 à 5 étoiles, passant devant beaucoup d'officiers peut-être mieux préparés que lui, aux importantes fonctions de SEMA qui ne s'improvisent pas. Voilà, c'est chef d'état-major. Chef d'état-major des armées. Donc voilà, la seule réserve que je pourrais faire est celle de son jeune âge, entre guillemets, et de son inexpérience des hauts postes militaires pour prendre celui directement de chef d'état-major des armées. Voilà ce que je me contenterai de dire à vos téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à TV Liberté. Merci, colonel. Je vous en prie. Merci beaucoup.